Le 3 août 2026, vous avez un PA28 Cherokee de Pensacola Air Flight School qui s'est posé sur l'Interstate 10, cette grande autoroute que tout le monde qui est déjà allé en Floride connaît. Elle traverse tout simplement le sud des US. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le succès de se poser, j'ai presque envie de vous dire, en ville, est réussi, se doit à la bonne intellectualisation du fait qu'il n'était plus possible de rejoindre le terrain. Et quand on écoute les messages radio entre l'équipage, un instructeur et un élève en communication avec la tour de Pensacola, eh bien on se rend compte qu'à un moment, il y a cette prise de conscience « we're not making the airport », on ne va pas réussir à aller à l'aéroport, que l'on retrouve dans tous les cas où le poser en campagne est réussi. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de regarder un petit peu ces images, la carte et de comprendre quelle a été la trajectoire du PA28 et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi leur poser. Et vous allez voir que à basse altitude, au-dessus d'une zone aussi densément peuplée que Pensacola, où j'ai eu la chance de pas mal voler, ce n'est pas une situation d'avenir. Et après, dans un deuxième temps, on va rapidement regarder ce que l'on a pu voir, notamment en France ces derniers temps, avec des posées en grande partie sur des plages, avant de finir par Gainesville en début d'année, avec un posé, encore une fois, d'un petit avion léger, un Beechcraft G36, mais qui a touché des voitures. Et si vous êtes automobiliste, cycliste, piéton, ça va peut-être vous donner l'envie de regarder autour de vous et de développer votre conscience situationnelle, parce qu'il y a peut-être un avion en mode planeur qui en approche à vos 6 heures. Jingle. Pensacola, c'est un très bel endroit dans le sud des États-Unis. Vous avez les Blue Angels juste à côté, le Cradle of Naval Aviation. Quasiment tous les pilotes des Marines et de la Navy passent par Pensacola. Vous avez la base militaire et puis à côté, vous avez l'aéroport international. Sur cet aéroport international, vous avez des vols réguliers et vous avez également des écoles de pilotage. Moi, j'étais à Air Warrior où j'ai passé mon pilote de ligne américain. Mais avant ça, j'ai eu la chance d'être formé à Pensacola pour les cours au sol et la survie. Et juste à côté, à Whiting Field, à mon époque sur T-34C, dorénavant sur T6. Et malgré tout ce qui se passe dans le monde, nous avons toujours une antenne française à Whiting Field et une autre à Meridian, Mississippi, sur le T-45 qui sera bientôt remplacé, mais c'est un autre sujet. Toujours est-il, quand on regarde la carte, il y a beaucoup de vide dans cette région. Le grand terrain que l'on connaît tous pour avoir volé là-bas, c'est Bay Minette. Et Bay Minette, c'est le terrain où on va par exemple décoller de Whiting Field ou de Pensacola, aller se poser à Bay Minette, manger une glace, manger une gaufre, voire même commander en fréquence son petit déjeuner quand on fait des vols tôt. Vous posez à Bay Minette, votre petit déjeuner vous attend, vous débriefez, vous mangez, vous rebriefez et vous repartez. Ça s'appelle des out-and-in. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de trafic dans cette zone-là. Et quand vous faites des vols depuis Pensacola, eh bien, il n'y a pas non plus des millions d'endroits où aller, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les États-Unis étant très grands, au final, quand on fait de l'aviation légère, il y a moins de densité d'aérodromes que ce qu'on peut retrouver en France. Tout ça pour vous dire qu'on a Bay Minette au nord, on a Roscoe Field et on a également McKinnon Airport. Donc il n'y a pas grand-chose. Notre PA28 du jour, il part vers le nord. Il part initialement à 2600 pieds, puis à 3100 pieds. Ça, c'est les altitudes que l'on voit. 2005, 3000, on saura dans quelques mois s'il y a un rapport qui sort. Ensuite, ça va travailler un petit peu dans le nord et ça va revenir, mais ça va revenir plus bas. 2200 pieds. Il faut savoir que souvent autour des terrains, vous avez des procédures de départ, des procédures de retour, VFR ou IFR. Et on va voir ces messages radio où l'équipage annonce qu'ils ont des problèmes au niveau de la pression d'huile. Et après, derrière, l'huile va se mettre à prendre feu, ce qui va leur donner des fumées et une perte moteur. À partir de là, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus l'énergie cinétique nécessaire et l'énergie potentielle de pesanteur nécessaire pour refaire le terrain. Initialement, le plan était, on entend à la radio, « We're gonna keep it high for now ». On va essayer de rester en hauteur. Donc ils ne sont pas très hauts, on voit qu'ils sont à 2200 pieds, ce n'est pas énorme. Ils ne vont pas réussir à emmagasiner de l'énergie potentielle de pesanteur. Et quand ça commence à couper au niveau du moteur, on voit du 1000 pieds vario, ça descend très très vite. En gros, à partir du moment où ils perdent le moteur, dans 2 minutes, ils sont au sol.
Et donc là, vous allez regarder votre distance de planée possible en fonction du vent. Vous allez chercher votre vitesse de finesse maximum, la vitesse à laquelle chaque kilomètre perdu vous donne un maximum de kilomètres parcourus. Si vous avez un peu de vent de face, vous allez aller légèrement plus vite et vous allez essayer de voir où est-ce que vous pouvez poser les roues. Quand il y a de la ville partout autour de vous, vos options sont plus que limitées. Donc vous allez essayer de viser généralement une autoroute. Problème des autoroutes, vous allez avoir des poteaux, des lignes électriques. On a déjà vu des avions légers se prendre des lignes électriques alors qu'ils essayent de se poser sur des autoroutes en région parisienne. Donc là, ils vont réussir à passer sous les poteaux, sous les lignes électriques, dans le sens du trafic, ce qui est mieux, et après dégager, une fois qu'ils ont réussi à contrôler leur vitesse, de manière à ne pas créer de suraccident. Donc ils ont tout bon. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui compte, c'est au-delà du maintien de la finesse max, c'est ne pas rentrer en collision avec des obstacles lors de la finale et courte finale. Donc comment est-ce qu'on repère des lignes à haute tension? On regarde les poteaux. C'est les poteaux qui vous permettent de deviner où se trouvent les lignes. Ensuite, au niveau des lignes, il faut toujours se méfier. Vous avez une ligne bien visible et vous avez toujours une ligne au-dessus qu'on peut rapidement se prendre. Donc il vaut mieux prendre de la marge. Il vaut mieux passer en dessous et récupérer de la vitesse qu'au-dessus. Et bien là, derrière, vous allez emmagasiner de la vitesse qu'il va falloir perdre. Différents moyens pour freiner. Vous pouvez faire de la glissade si vous avez appris à le faire. Ou sinon, eh bien, vous touchez plus vite et vous freinez, voire même, si besoin, vous effacez le train dans un cas comme ça. Là, il n'y a pas besoin, mais il faut savoir que c'est un moyen également pour décélérer plus rapidement. Maintenant, au niveau des cas historiques. Ces derniers temps, on a vu pas mal de cas, notamment le 20 juillet dernier, c'était à Saint-Giron à 12h40, petit ULM qui s'est posé au niveau de la zone où il y a les maîtres nageurs sauveteurs avec son ULM. Posé, pas cassé, l'équipage avait dans les 70 ans, la passagère, je crois, s'est cassé le bras, mais tout le monde va bien. Fait notable, il y avait un parachute de secours, l'enquête dira s'ils ont essayé de l'actionner ou pas, mais des démineurs ont été dépêchés sur place pour déminer en fait l'explosif du parachute de secours. C'est à savoir, si vous mettez en œuvre un avion avec un parachute de secours, il faut savoir qu'il faudra l'intervention des démineurs. On a également le 3 novembre dernier un DR400 en panne moteur qui s'est posé sur la plage. Donc il y a de la vie sur la plage. Personnellement, moi je vous recommande d'aller là où les véhicules des MNS sont passés, ça tasse un petit peu. On a également eu en février dernier à Canet-en-Roussillon, d'après la presse, un bimoteur. Méfiez-vous, hein, des fois la presse ils disent quand même des belles bêtises. C'est pas du tout un bimoteur. Regardez les images d'un petit ULM qui s'est posé, pas cassé, encore une fois, très proprement sur le sable. Mais le cas qui est plus intéressant, c'est le 9 février 2026 à Gainesville, en Géorgie, le G36 dont je vous parlais en introduction, qui a fini bien posé, mais collision avec 3 véhicules, ça fait 3 blessés légers au sol. Donc là, c'est intéressant pour vous. Si vous êtes conducteur, automobiliste, il faut savoir que le danger peut venir du ciel, peut venir de n'importe où. Et dans un monde où les gens sont de plus en plus déconcentrés, se font voler leur conscience situationnelle, notamment par les écrans, plus que jamais, n'hésitez pas à regarder dehors. Regarder dehors, c'est la première chose qu'on vous apprend en tant que pilote de monomoteur. Pourquoi? Parce qu'il faut en permanence chercher un champ. Et la philosophie dans l'aviation légère monomoteur, c'est au fur et à mesure que tu voles, toujours avoir une sorte d'application en toile de fond, de culture sécuritaire, de neurones alignés à la recherche d'un champ accessible et idéal en cas de panne moteur. Et quand tu es à basse altitude, au-dessus d'une ville, tu n'as plus cette porte de sortie. On voit avec les cas que l'on a vus eh bien, qu'il y a des possibilités, que ce soit d'aller sur les routes, mais attention aux poteaux, aux autres automobilistes, ou que ce soit eh bien, de la jouer plus nature, ou si vous avez un Airbus A320 au-dessus de New York, vous comprendrez eh bien, qu'en raisonnant comme ça, quel est mon objectif? Sécurité de mes passagers, sécurité des gens au sol, sécurité de ma machine. Eh bien, il faut savoir aller se mouiller et aller se mettre à l'eau si besoin. Gros point important si vous allez à l'eau, déverrouillez votre verrière avant l'impact, ça facilitera votre évacuation. Dans tous les cas, félicitations à cet équipage qui avait réussi à survivre, à blesser personne. Ça vous montre que la culture de sécurité, ça fonctionne, mais ça vous montre également que les choses peuvent se dégrader extrêmement rapidement. Et plus vous êtes haut, plus vous achetez du temps dans l'aviation. L'énergie cinétique, vous montez, énergie potentielle de pesanteur, et maintenant, quand ça tombe en panne, grosso modo, à 1000 pieds variaux, chaque millier de pieds que vous avez vous donne 1 minute de plus. Et là où ils ont été très bons, c'est qu'ils ont quitté le modèle mental, ils ont arrêté ça parce qu'ils ont vu que ce n'était pas réaliste, et ils se sont trouvés un nouvel endroit où se poser,
et ils ont réussi à faire ce switch intellectuel, ce changement de plan d'action qui leur permet d'être vivants à l'heure actuelle. Et c'est ça, je pense, le point le plus important à retenir de cette vidéo. Ils se sont posés à 3,2 km du seuil de piste, savoir accepter à quel moment votre plan ne passe plus, à quel moment il faut changer de plan. Si vous le faites trop tard, vous n'arrivez pas dans des bonnes conditions au sol et peut-être même que vous n'avez plus de zone accessible qui fonctionne bien. Donc posez-vous les bonnes questions au bon moment. Il y a des altitudes de décision qui varient en fonction de la zone où vous volez. Indispensable d'en avoir conscience. Comme vous le savez, tout est question de temporalité quand il y a une panne, mais de manière générale, quand il faut prendre une décision, d'où le T4 deck que l'on couvre dans les derniers livres, temporalité, fait, option, risque, décision, exécution, contrôle. C'est quoi la temporalité? Tant que le moteur tire, ce n'est pas la même chose que quand le moteur ne tire plus. Panne au décollage, juste après rotation comme sur PC6, ce n'est pas la même chose qu'une panne en croisière à 20 000 pieds. La temporalité dicte le temps que vous avez pour collecter les faits, réfléchir aux options, aux risques associés et prendre la bonne décision. À très vite. Pourquoi pas sur Bassin d'Arcachon pour qu'on vole ensemble? Là, je suis instructeur maintenant, on peut faire des exercices de pas de moteur si vous êtes en formation. Très important de s'y préparer, que ce soit lors de la mise en puissance, que ce soit en montée initiale, en croisière ou même en remise de gaz. La panne moteur en remise de gaz peut arriver. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va bientôt traiter sur la chaîne avec un 737-800 de Ryanair. Je ne vous en dis pas plus. À très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et fly safe.